Salut tout le monde, ici Jesse. Au début de 2024, un couple m'a demandé de réaliser un couteau de chef pour célébrer leur anniversaire. Maintenant, je suis un gars qui vient tout juste d'avoir 22 ans, donc c'est un peu difficile pour moi de me rendre compte à quel point c'est un accomplissement incroyable. Mais je savais que je voulais créer quelque chose de vraiment spécial. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit de sophistiqué, je dois m'assurer que tout mon acier est propre. Et c'est ce que je fais ici à la meuleuse. Je ressens un intense sentiment de déjà-vu en ce moment. Centre sombre. En empilant ce premier lingot, je pense à vous montrer l'inspiration du motif visé. Il y a 2 ans, je suis allé à Washington étudier une semaine avec Salem Straub. Cette semaine, il m'a appris à faire des mosaïques et des vitres intégrales et j'ai fabriqué ce couteau pendant le cours. Maintenant, j'aime vraiment beaucoup ce motif, mais je vais faire quelques petites modifications pour obtenir un motif légèrement différent à la fin. Et je pense que ça pourrait être, disons, un peu plus stylé. Je pense que je vais tout meuler à la disqueuse. C'est très mauvais. J'aurai plein de fissures à froid. Ce n'est peut-être pas évident sur le dernier extrait, mais voici à quoi ça ressemble en zoomant. Et là, on voit vraiment à quel point mes morceaux d'acier sont irréguliers. D'habitude, s'ils sont irréguliers, ce n'est pas trop grave parce qu'ils sont assez proches pour que, si je les soude à la forge en les aplatissant, il n'y ait pas de fissures à froid. Mais ces morceaux d'acier avaient presque un quart de pouce de décalage, et si je les soudais à la forge, les fissures à froid seraient tellement importantes que je n'aurais aucune confiance pour les soudures suivantes. Mais oui, après avoir passé 20 bonnes minutes à la meuleuse d'angle pour essayer de mettre ces morceaux d'acier au même niveau, je suis passé à la ponceuse et j'ai utilisé un autre groupe musculaire parce que j'avais vraiment mal à force d'utiliser la meuleuse d'angle. Si vous regardez attentivement le lingot, vous saurez exactement où j'ai placé chaque couche, parce que toutes les pièces plus hautes sont du 1080-104, et toutes les pièces plus courtes sont du 15-20. J'ai laissé une barre épaisse de 1084 au centre du lingot pour obtenir cette belle ligne sombre sur la lame. Après avoir soudé le lingot et meulé l'excès, il restait à allumer la forge pour la première soudure. Ce premier lingot était tellement gros qu'il rentrait à peine dans mon tonneau de Parkeuse 50. J'ai déjà dit que ce procédé protège le lingot de l'oxydation, mais il a aussi un autre effet dont je n'ai jamais parlé. Après que l'huile se soit consumée en suie de carbone, une partie pénètre réellement dans l'acier. Cela aide à compenser le fait que le carbone s'échappe de l'acier à haute température. En retournant la barre d'armature, j'ai accidentellement marqué mon nouveau gant. C'est fou. Quand la billette atteint la température de soudage à la forge, qui est d'environ 2200 à 2300 degrés Fahrenheit, je la porte à la presse et je fais quelques passes très légères. Je réduis l'épaisseur de la billette d'environ 1/8 de pouce, suffisant pour fixer les soudures. En ce moment, la billette est en fait entièrement soudée à la forge, et tout ce qui suit la première chauffe sert simplement à l'étirer. Dans ma dernière vidéo, j'ai demandé si les gens voulaient entendre mes histoires de Forgefire, et la réponse a été massivement positive, donc je pense que je vais raconter une petite histoire tout de suite. Lors du tournage de Gladiateur de la Forge, on m'a logé dans un hôtel proche et donné une somme fixe chaque jour pour la nourriture. On ne pouvait pas sortir de l'hôtel à cause du protocole Covid, alors je dépensais cet argent pour commander à manger sur DoorDash chaque soir après le plateau. J'ai souvent commandé sur DoorDash, surtout des penne à la vodka d'un restaurant local, bien que j'ai aussi pris McDonald's et des sushis. Pendant mon séjour d'une vingtaine de jours, j'ai pris les penne à la vodka la plupart des soirs. Quand je suis stressé, je mange toujours des plats connus, comme le montre mon historique DoorDash. J'ai mangé une quantité folle de penne à la vodka ce mois-là, et je pense qu'en manger autant d'affilée a conditionné mon cerveau, et maintenant, chaque fois que je suis stressé, j'ai envie de penne à la sauce vodka avec un peu de viande. Mais pour revenir aux constructions, j'utilise ici mon DDKR pour commencer à former la base de mes WD. J'ai été très agressif ici car je voulais des W les plus élaborés possibles. Et comme vous pouvez le voir ici, je ne fais pas vraiment la série habituelle de W, je l'incline d'environ 5 à 10 degrés pour que mes W soient ensuite beaucoup plus ondulés. Et ne vous inquiétez pas pour ce qui ressemble à une fissure à l'avant de mon lingot, je pense que l'écaille est juste tombée sous un angle vraiment bizarre et ça donnait l'impression d'une fissure, mais ce n'en était pas une. Je fais ça de mon plein gré, c'est fou. Le but était d'étirer et d'affiner le lingot afin de le couper en 8 morceaux à empiler. Mon lingot de départ était bien plus gros que prévu. Chaque morceau mesurait 15 au lieu de 10 cm, et le tout pesait plus que lors de mon projet précédent, où je l'avais déjà trouvé lourd.
Pour standardiser l'épaisseur du lingot en l'allongeant, j'ai utilisé ces butées. J'ai utilisé une cale de 1,5 cm et une de 3 cm pour obtenir un lingot de 2 cm sur toute la longueur. Avant de commencer toute soudure à la forge, mon lingot était déjà assez difficile à manier. J'avais essentiellement un lingot de 30 cm avec 2 morceaux de fer à béton attachés à l'extrémité. C'était juste une grosse masse que je balançais partout. Une fois que vous prenez en compte le fait que mon lingot faisait presque 1 mètre de long à la fin, il y avait vraiment beaucoup de couples supplémentaires avec lesquels je devais composer. C'est même arrivé au point où le lingot est devenu tellement grand et long qu'il ne pouvait plus se soutenir tout seul dans la forge, alors j'ai amené mon bac de trempe et je l'ai utilisé comme support supplémentaire. Comme vous le voyez, je devenais vraiment fatigué à force de manier ce truc, et mon rythme cardiaque a sûrement atteint 150 en forgeant ça. C'était horrible. Mince, elle est plutôt longue. Avant de marquer les lignes pour couper la billette en 8, je dois d'abord retirer le manche et l'avant inutile. En général, dès la première coupe, on peut savoir si les soudures à la forge sont bonnes, car l'extrémité de la barre est l'endroit où la soudure à la forge serait la moins bonne. Nous avons 29 et 3/8 de matière. Combien cela fait-il divisé par 8? Je mesurais la longueur, la divisais par 8 et réglais le pied à coulisse pour obtenir 8 pièces identiques. Une fois que j'avais marqué avec un marqueur permanent, j'avais mes lignes. Mais je pense qu'il y a une meilleure méthode pour marquer ces lignes, qui est de ne pas les marquer du tout. Je crois que les scies à ruban ont une butée d'arrêt, mais celle que j'ai achetée d'occasion était très tordue et je ne lui faisais pas confiance. Avec un nouvel atelier et une nouvelle scie à ruban, je pourrais utiliser cette fonction sans dépendre du traçage avec mon pied à coulisse. Mes pièces puis coupées, j'ai meulé les faces pour les nettoyer, puis testé la gravure à l'acide. Comme dit plus tôt, j'ai légèrement incliné toutes mes pièces, donc je dois bien les aligner pour la prochaine soudure à la forge. C'est intéressant de voir à quel point c'est beaucoup plus sombre au centre. Mais c'est bien, on a obtenu ce contraste. D'accord, pour l'instant, cela ressemble à des lignes diagonales. Mais si je retourne, 1 sur 2, on obtient ce petit gribouillis. Ce qui est exactement ce que je veux. Mes pièces qui testées à la gravure et orientées pour la soudure, il est temps de les meuler pour les nettoyer. J'étais en fait un peu pressé par le temps pour cette réalisation, donc au lieu d'une bande abrasive grain 50, j'ai utilisé une bande abrasive grain 36. Comme ma rectifieuse de surface fonctionne avec des bandes abrasives au lieu de pierre, il y a en fait plus de variables qu'on ne le pense pour l'opération de meulage de surface. Je dois faire plus que passer les pièces sur la bande. La bande met du temps à couper, donc la vitesse à laquelle je les passe est importante. C'est mon 5e ou 6e montage avec l'accessoire de rectification de surface. Je maîtrise assez bien la vitesse de passage des pièces, mais je peux encore progresser. Mes soudures à la forge ont tenu, mais il y avait de nombreuses fissures froides en surface que j'ai dû meuler. J'ai passé un temps fou à la meuleuse, à meuler pièce par pièce, en essayant d'éliminer toutes ces fissures froides. Je ne me plains pas, mais je n'aurais pas eu à faire ça si mon acier faisait vraiment 1,5 pouce de large. Je ne pense pas en avoir vraiment parlé, mais je crois qu'avoir un manche avec 2 morceaux de fer à béton au lieu d'un seul, c'est l'un des secrets pour faire un bon damas. Avoir 2 morceaux de fer à béton me permet de savoir exactement dans quelle orientation se trouve ma pièce à tout moment, et ça fait en sorte qu'elle ne se torde pas quand je la sors de la forge. La forge allumée, j'ai replongé le lingot dans mon Park 50. Comme vous le voyez, il était trop grand pour mon fût. Heureusement, j'avais un peu de Park 50 en plus dans cette boîte à munitions. Je pense que ce serait intéressant d'en parler. Beaucoup de nouveaux forgerons n'utilisent pas les meilleurs bacs pour leur huile de trempe. Je vois beaucoup de forgerons utiliser des trucs comme des tubes en polychlorure de vinyle ou des seaux de 20 litres de chez Home Depot, mais c'est vraiment dangereux à utiliser. Et si jamais il se passe quelque chose de grave, vous allez avoir de l'huile chaude qui se répand partout dans votre atelier.
Je recommande vivement que, si vous avez un poste à souder et accès à un fournisseur d'acier, vous fabriquiez simplement le vôtre avec un tube en métal et une plaque d'acier. Cependant, si vous n'avez pas accès à l'un ou l'autre, je vous recommande d'acheter un fût de soda d'occasion ou simplement d'utiliser une boîte à munitions. Le fût de soda permet de faire de longues lames grâce à sa hauteur, tandis que la boîte à munitions est idéale pour de petits couteaux de chasse. L'essentiel est qu'aucune des deux ne font face à de l'acier chauffé au rouge. Pour revenir à la fabrication, ce que je fais avec cette barre en ce moment, c'est simplement l'étirer pour en faire une longue barre carrée. L'étape suivante consiste à la diviser en 4, et je ne vais pas encore la remettre en forme carrée. Je ferai ça plus tard, donc tout ce que j'ai à faire pour l'instant, c'est l'étirer, et c'est bon. Oh là là! Cette lame elle a bien trop émoussé. J'ai mis 4 heures à couper cette tranche. Je ne crois pas que la lame de ma scie à ruban se soit émoussée uniformément. Je pense que je l'ai complètement détruite quand j'ai essayé de couper l'acier inoxydable dans ma dernière vidéo, donc c'est un peu de ma faute. J'ai déjà remplacé les lames de cette machine au moins 2 fois, mais d'une manière ou d'une autre, dans les images que vous allez voir, on dirait que je ne l'ai jamais fait auparavant. Très bien, ancienne lame. Je la plierai plus tard. D'accord. J'ai besoin d'un couteau, mais je n'en ai pas. Ah, voilà. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ah! Je sais que je dois desserrer ces protections. Mais je n'en ai pas envie. J'ai acheté cette scie à ruban d'occasion avec une lame installée, mais sans manuel d'instruction. La lame était très émoussée et mal tendue. Elle tombait sans cesse des roues malgré mes efforts. J'ai commandé de nouvelles lames sur Amazon, mais celles qu'ils m'ont envoyées étaient en fait de la mauvaise taille dans le bon emballage, donc ça a été vraiment galère de mettre cette machine en route pour la première fois. Maintenant que le lopin a été découpé en 4 morceaux égaux, il était temps de faire un autre test de gravure à l'acide. J'utilise ici une autre bande émoussée en grains sans 20 tigres. Je dois voir ce que je veux, sinon je serai contrarié. C'est ce qu'on aime. Coupe ça. Si tu regardes de très près dans la dernière, c'était vraiment important pour moi de ne couper que le premier billet en 8 morceaux distincts. Si je l'avais découpé en 9 morceaux distincts, les ondulations ne se seraient pas alignées lorsque je les aurais empilées les unes sur les autres. Si j'avais eu un nombre impair de morceaux, l'ondulation centrale aurait été beaucoup plus large que nécessaire, et elle se serait retrouvée du même côté. Donc c'était vraiment important d'avoir un nombre pair d'ondulations, dans une quantité qui rende le tout intéressant. Sympa? Pour cette soudure à la forge, j'ai seulement soudé l'avant et l'arrière du lopin, pas les côtés. Le revêtement d'huile empêchait l'oxydation, et mes pièces étant presque de même taille, je n'avais pas à craindre qu'elles glissent. Je dois surveiller que le dessus du lopin chauffe plus vite que le dessous, donc je dois le retourner régulièrement, comme le montre la décoloration. Pour réaliser la soudure à la forge, j'utilise mes matrices de mise au carré. J'aurais pu faire ça sur mes grandes matrices plates, mais les matrices de mise au carré m'aident à garantir une bonne soudure à la forge au centre du lopin. Je pourrais utiliser les matrices plates, mais j'utilise celles de mise au carré. Les particules tombant sur le côté de mon lopin sont appelées calamines. La calamine est une épaisse couche de rouille formée lorsque la pièce sortie de la forge s'oxyde. La raison pour laquelle ma calamine paraît aussi épaisse et se forme aussi rapidement, c'est parce que je fais une soudure à la forge à une température très élevée.
À haute température, l'oxygène pénètre plus vite et plus profondément dans l'acier, provoquant la principale perte de matière lors de la fabrication du damas. Le plan pour ce prochain lopin n'est pas de le souder en 4 couches, mais en 6 couches, c'est-à-dire une soudure 2 par 3. Je n'ai jamais fait de soudure 2 par 3. Et comme ce n'est pas carré, je ne pourrai pas utiliser mes matrices plus tard. Ce sera intéressant de voir comment je vais faire. Je dois couper ce lopin en 6 morceaux au lieu de 4. Donc je le réduis un peu moins qu'1,5 pouce, soit à 1 pouce et 3 huitièmes. 13 et un quart divisé par 6, ça fait 2 pouces, et c'est légèrement moins que 0,2. Chacun de ceux-ci fait 6,63, donc je mets 2,21 sur chacun d'eux. Ça va être un billet vraiment court. Ce n'est pas Forging Fire, alors ne criez pas, je suis sur mon téléphone. J'aimerais pouvoir acheter des lames de scie à ruban plus fines pour limiter le gaspillage de matière. Je ne peux pas faire un test de gravure juste sur le devant de chacun, ça ne marcherait pas. Je dois le faire par groupe de 2, donc je dois le faire comme ça. De cette façon, j'ai des motifs assortis. Pour ce test de gravure, j'ai à nouveau fini toutes les pièces avec une bande abrasive de 120 grains. D'accord. En fait, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. J'espère que ça va être cool. Mince, regarde-moi ça. Je veux soit que ça ressemble à ça, soit à... Je pense... Je pense que celle-ci est la meilleure. Pour nettoyer ces pièces, pour la soudure à 6 voies, je n'ai pas pu utiliser la rectifieuse de surface car elles étaient trop courtes et se coinçaient entre les rainures des aimants. J'ai utilisé mon aimant de soudure et passé 45 minutes devant la meuleuse pour nettoyer ces pièces. Étant la dernière soudure à la forge avant la mosaïque, j'ai soudé toutes les jointures pour m'assurer que chaque soudure était parfaitement réussie sur tout le lopin. Avant de souder le manche sur ce lopin final, je l'ai emmené à la meuleuse et j'ai meulé les soudures pour qu'elles soient pratiquement complètement plates. Je n'avais pas besoin que les soudures leur servent à autre chose qu'à protéger contre l'oxydation. Et une soudure épaisse va simplement s'enfoncer dans le lopin. L'une des choses que je m'assure de faire de temps en temps, c'est de lubrifier les matrices de ma presse. C'est vraiment important pour garantir la longévité des guides et de la presse elle-même. Est-ce que je viens de rater? Voilà. J'ai débuté cette soudure étrange de 2 par 3 avec les matrices plates. Je ne comptais pas juste les poser sur les matrices plates. Je prévoyais de les amener à la section d'un carré, puis aux matrices de mise au carré. Je ne pense pas qu'il était nécessaire de passer aux matrices de mise au carré après avoir travaillé avec les matrices plates, mais je voulais m'assurer que les soudures dans les coins étaient parfaites. Quand j'étais absolument sûr à 100% de la qualité des soudures à la forge, il était temps de réduire un peu l'épaisseur avant de refaire une opération de mise au carré. L'intérêt de cette remise au carré était qu'elle ne devait pas être faite à exactement 45 degrés. Le truc, c'est que ce biais n'est pas censé rendre chaque carreau individuel plus cool. Il est censé rendre toute la lame plus cool quand j'aurai les carreaux côte à côte. Cette opération était risquée. J'aurais donc préféré avoir un jeu de matrice en plus pour m'aider. J'aurais aimé avoir un autre jeu de matrice qui est de mise au carré, qui soit beaucoup plus petit que mon jeu de matrice d'origine. Cela m'aiderait à nettoyer les coins vifs de mon lopin et ça me permettrait de garantir que la section transversale soit parfaitement carrée, sans aucune déformation en losange. J'essaye de réfléchir à quelle direction je veux faire le côté long et laquelle je veux faire le côté court. Après avoir longuement tenté d'orienter le lopin, je l'ai enfin emmené à la presse et étiré à sa taille finale. Mon lopin final mesurait environ 1,25 cm d'épaisseur et 1,63 cm de large.
Après que le lopin ait refroidi pendant plusieurs heures, je l'ai emmené à la scie à ruban, j'ai coupé la poignée, puis je l'ai emmené à la rectifieuse de surface et j'ai meulé toutes les surfaces pour les rendre propres. Ces surfaces allèrent devenir plus tard le point de connexion entre les carreaux, donc je devais m'assurer que la finition soit aussi bonne que possible. J'ai réglé ma scie à ruban à 35 degrés pour obtenir les meilleurs carreaux pour la soudure. Je veux aller à 0,55 d'épaisseur pour chacun. Je vais mettre 0,6, je ne me fais pas confiance. Même si cette fois j'ai été extrêmement prudent et que j'ai obtenu toutes mes tuiles à peu près à la même épaisseur à la scie à ruban, je voulais quand même les passer à la rectifieuse de surface pour qu'elles aient exactement la même épaisseur. Et ce motif de mosaïque est en fait un peu différent d'une mosaïque classique, donc j'ai dû faire un essai ici. D'après ce que je peux voir, c'est exactement ce que j'essayais de faire, donc je pense que ça va bien se passer. Actuellement, le motif suit ce schéma. En diagonale sur tout ça, ce qui rendrait bien maille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, je vais le retourner pour qu'il aille vers le bas. Remonte, descend. Donc maintenant, c'est comme ça. Mon motif étant prêt en théorie, il fallait préparer la tôle pour la soudure en mosaïque. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit ne pas aimer couper la tôle à la cisaille, car cela la déforme, mais cette fois, la pièce était trop grande pour la scie à ruban, donc je n'avais pas le choix. J'ai meulé les côtés de ma tôle pour les aplatir et nettoyer les surfaces pour qu'elles adhèrent bien au carreau lors du soudage. J'ai déjà dit qu'il n'est pas nécessaire de tremper ce lopin dans l'huile car j'ai soudé tout autour, mais comme j'utilise un poste à fil fourré, moins efficace pour les soudures étanches, je le fais quand même. Pour fixer ces soudures, je fais d'abord un passage très léger, sans descendre le lopin de plus d'1 millimètre. Je soude mes carreaux forgés différemment de mes soudures forgées classiques. J'ai déjà mentionné qu'après la première chauffe sur les soudures forgées, elles sont en gros déjà bien prises. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour les soudures de carreaux. Je les traite avec une extrême précaution tout le temps. Une fois mes soudures forgées en place, je les porte à l'étau et enlève l'excédent avec la meuleuse d'angle. Ce surplus, c'est juste de la soudure et de la tôle, donc pas forcément utile dans mon lopin. Après avoir nettoyé le lopin à la meule, il était clair pour moi qu'il y avait 2 ou 3 petits défauts de soudure forgés sur les côtés de mon lopin. J'aurais probablement pu les meuler, mais j'ai décidé de les réparer avec mon marteau à main parce que je ne voulais pas provoquer de déformation supplémentaire. Ma presse hydraulique de 25 tonnes paraît supérieure au marteau à main pour les soudures non forgées, mais en réalité c'est plus complexe. Lors des soudures de forgées sur mon premier lopin, l'acier propre n'a rien à expulser. Dans mon cas, j'essaie de réparer une soudure forgée, ce qui signifie que je dois expulser une grande quantité de calamine liquéfiée entre les couches, donc il vaut mieux avoir un impact qu'une presse. Le plan pour ce couteau de chef prévoit une mitre intégrale, mais vous vous demandez sûrement d'où proviendra le matériau de la mitre. Si vous avez vu ma vidéo sur le couperet en damas mosaïque, vous connaissez déjà ma méthode. Sinon, je vais souder les mitres à la forge. Avant cela, je dois isoler le matériau pour la soie
et la mitre. Je déplace la majeure partie du matériau à la presse avec des matrices décalées, puis je l'emmène sur l'enclume et je termine la forme au marteau. C'est un de ces cas où je suis heureux d'avoir appris la forge au marteau à main. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilisais un marteau à panne pour commencer à étirer mon talon. Le talon d'un couteau de chef est l'une des parties les plus importantes à mettre aux bonnes dimensions, et dans mon cas, je voulais l'étirer un peu avant de forger l'une des mitres. Parfait, nous avons atteint le premier point de contrôle. Avant de souder mes mitres à la forge, je dois d'abord nettoyer la lame. Toute la gaine en acier doux posée au début de la soudure en mosaïque est encore présente. Je dois la meuler pour souder les mitres sur l'acier à haute teneur en carbone. Très bien, j'ai enlevé pas mal de matière à la meule, mais il y a une chance que je n'en ai pas encore enlevé assez. Oh, en fait, on est plutôt proche. Donc tu peux voir, genre, on peut voir le motif en haut et en bas, mais pas juste ici. On dirait un peu des taches de vache. Encore un peu de meulage, hein, puis on pose les renforts. Le test de gravure fonctionne comme une radiographie, me montrant précisément l'état de mon acier. Mais oui, une fois que j'aurai enlevé le reste de cette tôle, il sera temps de commencer à préparer le matériau que je vais réellement souder à la forge sur la lame. Ces renforts utilisent le même motif mosaïque que la lame. Elles sont juste un peu plus fines que les tuiles d'origine et je dois meuler les coins pour qu'elles soient rectangulaires plutôt que des parallélogrammes. Pour me fixer solidement à la lame pour la soudure vers l'avant, je fais juste 2 petits points de soudure sur chaque renfort. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. C'est un de ces cas où je n'ai pas les bons outils pour ce travail. L'idéal serait un poste à souder à tungstène inergas pour souder autour du renfort sans laisser entrer d'oxygène sans ajout de matière. Pour fixer ces soudures, je frappe d'abord au centre, puis au coin des renforts. Comme vous le voyez, le renfort du bas refroidit plus, je dois donc chauffer plusieurs fois pour la soudure à la forge. Les renforts soudés à la lame, il restait à étirer la soie. J'ai fait cela à la presse avec des matrices plates, mais j'aurais aussi pu le faire sur l'enclume avec un outil, guillotine et un marteau. Pour préparer la forge de la lame, je l'emmène sur l'enclume et je redresse tout afin d'avoir quelque chose à tenir pendant que je forge réellement la lame. Cette lame sera à nouveau un couteau de chef Santoku, mais cette fois-ci en version 10 pouces au lieu du modèle asiatique. Je me suis donné beaucoup de matière quand j'ai découpé mes carreaux. Je les ai découpés à environ 0,6 pouces d'épaisseur chacun. Et ça veut dire qu'en gros, j'avais assez de matière pour fabriquer un couteau Bowie. Je crois qu'il est temps d'expliquer ce que je ressens en forgeant la lame. Beaucoup de gens aiment forger exactement aux dimensions quand ils forgent leur lame. Cela inclut la section transversale et le profil. D'autres font l'inverse. Ils créent d'abord une grosse masse, puis découpent leur profil ensuite. Je fais quelque chose entre les deux, mais plus du côté où je forge le profil. Avec du damas mosaïque, je ne peux pas forger précisément la forme souhaitée, car cela déformerait le motif. Cela dit, mais je forge quand même la lame principalement à la forme, à l'exception de certaines parties du talon et de la toute-pointe. Le talon est à environ 2 et un quart. J'ai dit que travailler sur des katanas et bowies était un entraînement pour mes couteaux de chef, mais j'ai embrouillé ma mémoire et inversé l'ordre des opérations. J'aurais dû d'abord utiliser la presse pour étirer le talon avant le marteau, mais j'ai compliqué le processus inutilement. On est K9, quoi? Voici une astuce sympa pour vous, les forgerons de lame. Comme vous pouvez le voir, le dessus de ma lame ici est un peu bombé, dépassant légèrement le haut de ma garde. J'essaie de réduire cela sans modifier la hauteur du talon. Donc ce que je fais ici, c'est que j'incline mon marteau vers l'arrière, je réduis la zone de contact et je fais descendre ce matériau. Et comme la zone de contact est réduite, ça ne changera pas la hauteur du talon. Cela peut l'affecter si vous tapez trop fort, donc allez-y au feeling. Allons-y!
Après 3 jours de forge, l'atelier est sale. Je me demande quelle taille peut avoir un tas de poussière. Oh là là! J'ai vu de nombreux commentaires sous mes vidéos demandant si je peux refaire de l'acier avec cette calamine. Je pense que c'est possible. De nombreuses anciennes méthodes de fonte utilisent du minerai de fer, qui est souvent simplement de l'oxyde de fer. Mais ces méthodes de fonte ne font pas que fondre l'oxyde de fer. Elles le réduisent avec du monoxyde de carbone et elles produisent du fer et du dioxyde de carbone. La lame refroidie et l'atelier propre, il reste à profiler la lame et à préparer les cycles de normalisation. Si vous me suivez depuis le début et m'avez vu faire mon damas sur mon kukri, ceci sera répétitif, mais c'est si important que je dois le répéter. Je crois que les profils de lame sont comme des visages. Si vous y apportez un petit changement, vous allez obtenir une lame ou un visage complètement différent. L'un de mes petits secrets inavoués, c'est qu'avant de faire le profilage d'une lame, je passe beaucoup de temps à observer le travail des autres. Grâce à mon expérience, je sais précisément ce qui est esthétique et quelles lignes exploiter pour créer un nouveau profil harmonieux lors de la conception de ma pièce actuelle. Toutes mes soudures à la forge sont, d'après ce que je vois, plutôt parfaites. Mais à l'extrémité des renforts, il y a un tout petit endroit qui n'a pas collé, mais ce n'est pas grave parce que j'allais de toute façon le meuler vers l'avant. Oui, les soudures en mosaïque sont belles sur toute la longueur de la lame, et j'ai beaucoup de matière. Ce n'est pas grave s'il y a une petite déformation. Avant la normalisation, je veux retirer toute la tôle de chaque côté de la lame. J'ai lu récemment un commentaire pertinent. Quand je vais la normaliser, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je normalise le carbone sur toute la longueur de la lame. Si j'ai encore la tôle sur l'extérieur de l'acier, à haute teneur en carbone, je vais simplement voler du carbone à l'acier de ma lame. Maintenant, je sais que j'ai déjà forgé cela à haute température pendant un bon moment. Donc une partie du carbone s'est déjà diffusée, mais ce n'est probablement pas complètement diffusé, et je veux limiter cela autant que possible avant de faire la normalisation proprement dite. Très bien. Premier cycle. J'essaie ici de corriger une déformation apparue lors du premier cycle de normalisation, réalisé à 1650 degrés Fahrenheit. Entre les cycles, je laisse la lame refroidir à environ 800 à 900 degrés Fahrenheit. Les deuxième et troisième cycles, je les ai faits respectivement à 1500 degrés Fahrenheit et à 1350 degrés Fahrenheit. Si vous regardez de très près la lame ici, vous pouvez voir des ondulations de chaleur se déplacer d'avant en arrière sur la lame. On appelle cela la réchauffance car l'acier change de phase en refroidissant. Les grains étant normalisés et la lame plus détendue qu'après forge, il est temps de poursuivre le meulage. Comme vous voyez, je suis entré dans la normalisation avec de l'acier propre et ressorti avec beaucoup de calamine. Mon but est d'éliminer la calamine, de corriger le profil déformé lors de la normalisation et d'affiner la lame pour réduire le meulage après la trempe une fois l'acier dur. Quand j'enlève la majeure partie du matériau, j'aime alterner entre le meulage tranchant vers le haut et dos vers le haut, parce que lorsque je meule tranchant vers le haut, je retire essentiellement du matériau sur la moitié inférieure de la lame. Mais si je fais dos vers le haut, alors je travaille sur l'autre moitié. Cela crée un léger convexe, ce que je souhaite pour le couteau fini, mais pas pour la trempe. Je dois donc en tenir compte lors de la réduction de l'épaisseur de la lame. La dernière chose que je fais avant de passer à la trempe, c'est d'adoucir les arêtes sur la bande abrasive souple avec une bande à grains plus fin. Cela réduit essentiellement toute concentration de contrainte qui pourrait entraîner une fissure.
D'accord. Assez simple. Oh oui, c'est dur. Je n'ai même pas besoin de tester. Ah, d'accord. D'accord, on n'est plus dans la trempe. Je veux voir combien ça pèse. C'est plutôt fou. Je dois enlever. Là, tout de suite, c'est 3 fois le poids que je voulais avoir. Donc la trempe s'est vraiment bien passée. Si tu as entendu quelques petits craquements pendant la trempe, c'était juste la balance qui sautait. Ce n'était pas une fissure ou quoi que ce soit. Et ça m'amène à l'étape suivante du processus. Après la trempe, j'ai eu une bonne couche de décarburation parce que c'est comme ça que fonctionnent les trempes. Et ce que je fais ici, c'est que je retire toute cette décarburation pour pouvoir passer directement à la lame. Sans décarburation, la lame reste parfaitement droite, rien ne la déforme prématurément. Elle s'est légèrement déformée lors du traitement thermique avec une courbure visible. La courbure paraît parfois différente selon l'angle d'observation. Ouais, donc je l'ai mise à plat, je pense que je vais la redresser. La façon dont je redresse cette lame, c'est que j'utilise mon marteau à panne ronde en carbure et je ne frappe pas au hasard. Si vous regardez de près, je frappe sur toute la largeur de la lame, ce qui permet de ne pas risquer de tordre accidentellement la lame. À ce stade, elle est suffisamment droite pour que je puisse vraiment la meuler parfaitement droite. Il y a une ligne droite quelque part là-dedans. Je veux simplifier davantage ma vie et l'améliorer. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, ça me va. Pour retirer le dernier matériau, je dois tracer quelques lignes. Tout semble d'équerre à l'œil nu, même si mon œil n'est pas parfait. En traçant des lignes, j'obtiendrai la perfection. Je dois meuler tout ça jusqu'en bas là. C'est généralement à ce moment-là que je remarque à quel point ma soie est épaisse. Quand je forge des choses, je pense toujours qu'elles sont beaucoup plus fines qu'elles ne le sont en réalité. Et puis plus tard, quand elles refroidissent et que je dois les meuler, il y a beaucoup plus de matière à enlever. En ce qui concerne le fait que ce soit un problème ou non, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème, mais c'est juste une gêne, parce que plus quelque chose est épais, plus il y a de matière à travailler. Et j'ai déjà mentionné qu'on ne peut pas ajouter de matière à quelque chose, on ne peut qu'en enlever. Maintenant que la soie est amincie et alignée avec le dos, il était temps de me concentrer à nouveau sur la lame. J'ai pesé la lame, elle faisait environ 1,5 kg et je veux la ramener à moins d'1 kg. Il semble exister plusieurs approches sur la géométrie des couteaux de chef. Certains font des émoutures compliquées en B ou S, d'autres des émoutures convexes ou plates. En plus de ces catégories, il existe des émoutures japonaises complexes comme le yanagiba, avec un creux à l'arrière, des émoutures à simple ou double biseau, et divers angles d'aiguisage même pour un même biseau. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai enlevé tellement de matière. Mais c'est encore assez épais. Ouais, non, j'ai déjà enlevé genre 5 onces, c'est fou. Je consacre beaucoup de temps à la transition entre le renfort et la lame, car si elle est mal faite, la lame paraît étrange. Beaucoup de gens aiment meuler ça avec une roue de contact pour que ce soit arrondi, mais je préfère largement le meulage plat sur meulage plat. Excusez-moi. Voilà. Je ne suis pas vraiment fan des traversins très longs. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de matière sur celui-ci. Je le surestime toujours et je finis toujours par en avoir trop. Waouh, c'est déjà 90.
Je rigole. Le guide LIM sert actuellement à rendre l'arrière de la garde parfaitement plat. Cela facilitera la combinaison avec le bloc de bois plus tard. Techniquement, je n'ai pas besoin du guide Lime. Si j'étais vraiment doué à la meuleuse et que je pouvais obtenir une surface parfaitement plate à l'œil, je pourrais simplement faire ça. Mais le guide Lime rend la tâche beaucoup plus facile et réduit les variables. D'accord. Donc au talon, je suis actuellement à 14 millièmes. Un peu plus haut, on est à... C'est déjà 10 millièmes. Waouh. À la pointe, on est à 13. Et je pense qu'au niveau de la colonne, on est à 160 millièmes, 138 millièmes, 111. Franchement, je ne sais pas si je veux vraiment affiner la colonne vertébrale, car pour une lame plus grande, je préfère éviter qu'elle soit trop fine. Cette platine est un peu usée. Regarde ici, il y a comme une petite cavité, ce qui veut dire que si je ponce dessus, cette cavité va apparaître sur ma pièce. Donc je pense que je vais la retourner. Ouais, ce côté est plat. Donc ça peut sembler un peu étrange pourquoi je viens de faire ce que je viens de faire. Les ceintures n'ont pas vraiment leur propre forme, donc elles suivent exactement ce qui les soutient. Ainsi, vous pouvez avoir des roues de contact de divers rayons et des plateaux plats. L'avantage de ma meuleuse, c'est que le plateau va dans les deux sens. Comme je n'ai utilisé qu'un côté, il suffit de le retourner pour avoir une surface bien plate. Oui, pour préparer la pose du manche et le ponçage manuel, j'utilise des bandes abrasives jusqu'à un grain Trisac 400. Les bandes de Trisac ne sont pas nécessaires pour une bonne finition avant le ponçage manuel. J'utilise ces objets car ils m'intéressaient et je les ai achetés il y a un moment. Ils durent longtemps, donc je les utilise toujours. Ouais, je pense que je vais le faire. Allons-y. Leider de bronze, leider. Pour l'entretoise en type, plutôt que de faire une seule couche de laiton ou une seule couche de bronze, j'ai décidé de faire un peu des deux. De nombreux créateurs utilisent ainsi souvent deux couleurs très contrastées, comme le laiton et un G10 noir pour une entretoise en sandwich. Je voulais quelque chose de plus discret, qu'il faille regarder de près pour voir le détail. Encore une fois, je suis extrêmement content d'avoir enfin une de ces scies à ruban portative, ça rend vraiment ce processus beaucoup plus facile. L'un des commentaires là que je reçois souvent, c'est Jessie, pourquoi tu traces avec ton pied à coulisses? Je suppose que je n'ai jamais compris ça. Avec quoi d'autre tracer? C'est juste pour visualiser, car je ne retiens pas tous ces chiffres. J'ai une rainure décentrée à tailler. Ici, c'est 0,2165. Ça, là, je ne sais pas. Ici, c'est... Comment c'était déjà? Je dois ajouter un huitième de pouce ici, et je dois enlever un huitième de pouce là pour obtenir les points centraux ici. D'accord? Si mes calculs sont bons, et ça fait 0,3415, et ça ici, c'est... Oh mon Dieu! C'est... Oh mon Dieu! Suis-je idiot? J'ai souvent parlé d'acheter une fraiseuse ici, et comme tu le vois, je trace de nombreuses lignes que je centrerai ensuite. Je vais les percer avec des forêts, puis les limer pendant des jours. Avec une fraiseuse, il suffirait de retenir quelques chiffres, les saisir et voir la rainure se former. Évidemment, je sais que l'usinage est bien plus compliqué que ça, alors ne levez pas trop les yeux au ciel. Très bien, allons-y pour le perçage. Même si je me débrouille plutôt bien avec une perceuse à colonne, je ne connais pas forcément toute l'histoire de la perceuse à colonne, ni quelles sont les meilleures forêts. L'avantage, c'est que je sais qu'une grande partie de mon public s'y connaît en machine et pourra probablement me donner des suggestions sur les meilleures forêts à utiliser. Si ce qui vous empêche de laisser un commentaire ci-dessous, c'est que vous pensez que je ne le verrai pas, ne laissez pas ça vous retenir. Je lis absolument tous les commentaires, sans exception. Je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis tous.
Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est impressionnant. Attends, c'était tellement rapide. Je pense que je veux utiliser ce fichier. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'obtenir les coins. À cause de mon traumatisme passé à limer de l'acier inoxydable de 3/4 de pouce d'épaisseur, ça m'a semblé être un jeu d'enfant. J'avais l'impression que tout allait vite et que je progressais beaucoup. Cela dit, limer n'est toujours pas l'activité la plus amusante que je puisse faire, et j'aimerais que ça puisse aller encore plus vite. Oh mon Dieu, attends. Tout bien considéré, c'est déjà vraiment bien. Cette opération ici peut sembler être un sacrilège et donner l'impression de bâcler le travail, mais en réalité il n'y a absolument rien de mal à cela. Aucun des matériaux retirés ici ne sera visible une fois la lame collée, et cette étape va vraiment me faire gagner du temps lors de l'ajustement à l'arrière du renfort. Ah, d'accord. C'est assez proche, mais je préfère ajuster les deux autres d'abord avant les modifications finales. Très bien, croisons les doigts. Boum. Ça va avoir l'air vraiment stylé. D'accord, pour cette poignée, je peux choisir entre ces deux-là. Ce sont tous les deux de l'amboine madré, mais celui-ci est beaucoup plus foncé. Je crois préférer un bois plus foncé pour assortir. Je préfère le bois foncé, il mettra mieux en valeur les entretoises claires. Avec un bloc de bois de taille adéquate découpé dans le bloc plus grand, il était temps de mettre ce bloc d'équerre et de le préparer à creuser la rainure pour la soie. Je souhaite clarifier un point sur la fabrication du manche. Beaucoup demandent en pourquoi je n'opte pas pour une construction pleine soie sur ces coûteux couteaux haut de gamme. Donc, la construction pleine soie, bon, elle est certainement plus solide sur le plan fonctionnel qu'une construction à soie cachée, mais les couteaux que je fabrique n'ont pas forcément cette solidité comme attribut le plus important. Pour tous les usages prévus, la construction à soie cachée suffit largement. Je ne pourrais pas réaliser les ajustements de garde à soie cachée que j'ai fait sur mes Bowies si j'utilisais une construction pleine soie, et je ne pourrais pas non plus faire les entretoises comme je l'ai fait sur le couteau de chef si j'utilisais une pleine soie. Ma méthode pour percer ce trou était un peu différente de ce que je fais habituellement. Je savais que je pouvais faire le trou légèrement plus grand et que l'époxy comblerait une partie des espaces. Ce n'est pas forcément mauvais parce que je pense que l'époxy est de toute façon plus solide que le bois. C'est chaud, aïe. C'est probablement un peu tard dans la vidéo pour que je dise ça, mais j'enregistre toutes les voix off de cette vidéo avec un rhume. Vous l'entendez sûrement dans ma voix, sinon, maintenant vous le savez. Mais bon, revenons à la fabrication. Maintenant que j'ai percé les 3 trous pour la soie, il est temps d'utiliser une pression latérale sur le foret pour relier ces trous. Cette étape a principalement empêché que je fasse des manches à soie cachées au début. Quand j'ai commencé à fabriquer des couteaux, ils étaient tous à pleine soie. Je n'avais tout simplement pas envie de devoir percer à l'intérieur du bois, là où je ne pouvais pas voir. J'ai la profondeur et la largeur, il me suffit juste d'élargir ces coins. Les broches que vous m'avez vu utiliser tout à l'heure pour gratter les coins étaient en fait faites maison.
Elles ont été fabriquées à partir d'une vieille lime ronde. Je ne sais même pas si on peut en acheter chez un fabricant, comme celle des forgerons. Je pense que la plupart fabriquent leurs propres broches. Oh mon Dieu, on a eu à peine 1 millimètre. S'il te plaît? Qu'est-ce qui te bloque? Tout est parfaitement carré, mais l'entretoise du haut a un jeu de quelques millièmes de pouce. Je règle ça et on sera prêt pour la colle. Aucun jeu. Zéro espace, sous tous les angles, avec toutes les cales. C'est ce qu'on aime. Avant de coller, j'entaille la soie avec des encoches profondes à l'aide d'un coin de bande abrasive grain 36. Ainsi, la poignée ne se détachera jamais, même sans goupille. Je pense que c'est une astuce pour mieux lier l'époxy. Il suffit de nettoyer vos pièces. Si vous avez de l'huile sur vos pièces, l'époxy n'adhère pas aussi bien aux éléments que vous essayez d'assembler. Et nettoyer les pièces permet simplement d'éliminer cette variable. Tout est nettoyé. Il n'y aura que l'époxy qui tiendra tout ça ensemble pour les prochaines. Qui sait combien de décennies? Donc je dois vraiment bien mélanger ça. Ah, je devrais vraiment porter des gants pour ça. C'est la dernière vidéo que je fais avant le début de 2025, donc je pense que je vais réitérer ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je termine mon dernier semestre à l'Université du Michigan, puis je ferai YouTube à plein temps. J'ai besoin d'idées de vidéos pour 2025. Et j'en ai déjà quelques-unes. Par exemple, je vais fabriquer un autre katana de One Piece. Je ne vais pas encore dire lequel c'est, mais je pense que ça va être une vidéo vraiment géniale. On m'a dit que beaucoup aimeraient que je crée plus d'armes de jeux vidéo, ce que je trouve cool. Laissez en commentaire les armes de jeux vidéo ou de films que vous souhaitez que je fabrique. Ah, je pense qu'on est bon. Ah, je crois que ça fait environ 24 heures, point d'interrogation. Qu'ai-je fait à mon doigt? Il me fait mal. Ah ouais, allons bosser dur. Je veux tester un design avec 3 facettes devant et 2 derrière. Je dois comprendre la transition ici car ces lignes ne semblent pas cohérentes. Il est peut-être assez évident que je n'ai jamais fait de construction de manche avec cette combinaison de 3 à 2 facettes, parce que les lignes que j'ai dessinées étaient complètement à l'envers. Fabriquer ces manches de couteau, c'est essentiellement de la sculpture, c'est la même chose que ce soit dans le marbre ou dans le bois. Et la première étape pour fabriquer ces manches, du moins pour moi, c'est d'établir de belles surfaces de référence sur lesquelles je pourrais m'appuyer plus tard, d'où le terme surface de référence. Je fais toujours mon bloc de manche plus long que nécessaire pour ne jamais manquer de matière. Cela fait que, lorsque j'arrive à cette étape ici, je peux simplement couper l'excédent et peut-être l'utiliser plus tard pour une garde. Ce bloc que je frotte contre la bande s'appelle une gomme à bande. Ce caoutchouc résistant élimine efficacement la poussière de bois et les débris de l'abrasif sur la bande. Si vous ne meulez que du métal, la gomme à bande n'est pas nécessaire. Par contre, pour le bois, elle aide à retirer les particules et à éviter que la bande brûle le bois. La garde de ce couteau étant aussi en acier trempé, je dois éviter de trop la chauffer. Si l'époxy dans le manche chauffe trop, il peut redevenir légèrement gommeux. Et si cela arrive, le manche va devenir lâche et je ne veux vraiment pas que cela se produise. Je recherche une belle transition vers une prise en pince en ponçant l'avant du manche. Beaucoup de gens, lorsqu'ils fabriquent des manches de couteau à soie, laissent l'avant de leur manche vraiment gros. Et je n'arrive pas à imaginer comment cela pourrait être confortable dans n'importe quelle prise.
J'ai fait une erreur en façonnant ce manche. Mon cerveau est passé en pilote automatique et j'ai poncé l'arrière du manche en 3 facettes au lieu de 2. J'ai fini par amincir un peu plus l'arrière que ce que je voulais, mais heureusement, ça n'a pas du tout affecté la géométrie finale du manche. Et au final, c'est exactement ce que je voulais obtenir malgré tout. Ici, on peut enfin commencer à voir ce biseau à l'arrière devenir très net. Je suis vraiment content du résultat, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense que j'ai décidé de l'emplacement des points de facette. Pour l'instant, c'est juste ici, mais je vais le remonter pour que ce soit juste là. J'ai ça de l'autre côté, là où le point se rejoint ici et là où le point se rejoint là-bas. Je veux donc reproduire cela ici et pousser ceci en haut. Comme vous pouvez le voir, le processus pour obtenir ces facettes sur le manche est un peu plus compliqué que ce que vous pourriez penser. Je dois non seulement les rendre parfaits d'un côté, mais l'autre doit être identique. Ce n'est pas montré à la caméra, mais je passe énormément de temps à simplement regarder le manche, à l'inspecter, à le retourner d'un côté à l'autre et à m'assurer que tout est parfait. L'étape suivante du processus est le ponçage final à la main avant de pouvoir faire toute gravure. C'est donc ici, je nettoie tous les coins, je nettoie le ricasso et je m'assure que tout à l'avant de la mitre est arrondi pour que cela ne blesse pas les mains de l'utilisateur. Chaque surface de la lame sera un grain de 400 avant tout ponçage. L'une des choses que j'ai commencé à faire récemment pour mes couteaux de chef, c'est d'affiner le tranchant avant de faire le moindre ponçage à la main. Si vous regardez bien, l'angle est bien plus faible que si je mettais le tranchant final. Le tranchant final à cet angle serait vraiment fragile et il n'aurait pas vraiment d'utilité. Je veille juste à affiner le tranchant pour qu'il coupe bien une fois le biseau secondaire ajouté. J'ai vraiment besoin d'un étau pour la fabrication de couteaux. Ça fonctionne. Mais c'est un peu le pire, tu sais. C'est probablement l'étape la plus avancée du processus de fabrication de couteaux, où j'ai fait tout mon ponçage à la main. D'habitude, je ponce la lame à la main vers le milieu du processus, puis je ponce le manche plus tard. Mais cette fois, j'ai tout repoussé jusqu'à la toute fin. C'est un peu hanche, j'ai mal au coude, donc je vais faire comme ça. Pour le ponçage à la main, j'ai commencé avec un grain 220 puis jusqu'à 600. C'est habituel pour moi et je n'avais pas envie de tester autre chose pour cette lame. Une façon de montrer que le tranchant du couteau est vraiment très fin, c'est que je peux simplement utiliser mon ongle ici et je peux le déformer comme ça. Pouvoir faire ça avec mon ongle, cela veut dire qu'il est très fin, ce qui est crucial pour un couteau de chef. Le bonnier burl a de nombreuses petites imperfections que je comble avec de la super glue noire moyenne. Ces impuretés sont trop petites pour nuire à la durabilité. Je me sens comme Blacktail Studio. Une fois que la superglue était complètement sèche, j'utilise en fait une lime avant d'utiliser du papier de verre. Cette superglue est assez gommeuse pour encrasser le papier de verre, donc je veux d'abord la rendre plate avant de l'utiliser. À ce stade, toute la poignée n'avait pas encore été poncée, ce qui signifie que le métal, comme le bois, devait être poncé. J'ai poncé d'abord le bois, plus rapide à travailler que le métal, ce qui m'a aidé à garder le moral. En ponçant manuellement la poignée, je visais non seulement une finition plus fine, mais aussi à finaliser la géométrie. Cela implique plusieurs choses pour mon processus de ponçage manuel. La première, c'est que je devais utiliser un support rigide et je ne pouvais pas superposer plusieurs couches de papier de verre. Je devais aussi toujours vérifier de ne pas trop enlever d'un côté et veiller à garder la symétrie. Ici, j'arrondis entièrement le ricasso. J'ai déjà cassé les arêtes à la meuleuse, mais un ricasso complètement arrondi est bien plus confortable que de simples arêtes cassées. Comme c'est arrondi, il y a une infinité de facettes à poncer, donc ça prend beaucoup plus de temps pour la finition que je veux. Avant de continuer, je dois casser toutes les arêtes avec du papier de verre grincissant. Cela garantit que le manche ne blessera pas l'utilisateur. Je veux nettoyer cette zone en premier. J'ai mon pochoir traditionnel.
Bon, ça n'est pas branché. D'accord. Faisons-le bien cette fois avec du vrai courant. Oh ouais, la marque du fabricant gravée, il restait à la nettoyer avec du papier de verre grain 5000. Eh bien, ce n'est pas du papier de verre, c'est une éponge abrasive, mais ça fait la même chose. Je noircis complètement le laiton avec du noircisseur, puis je le ponce à plat. C'est la marque de fabricant la plus marquée que j'ai jamais faite à mon nom. Ma marque de fabricant presque finalisée, il était temps de polir le manche. J'allais graver le damas avec le manche complètement fini. Et il me semble qu'un manche entièrement poli résiste mieux aux perchlorures de fer et au café qu'un manche non poli. Je n'ai pas forcément de preuves pour appuyer ça, mais je pense que ça va marcher. Donc, ça devrait marcher. Non. Ça a l'air tellement bien, putain. Je vais graver le damas après l'avoir soigneusement nettoyé avant le perchlorure de fer. D'accord. Je croise les doigts, je croise les doigts. Bon, voyons voir, voyons voir. Bon, voyons voir, voyons voir. Oh mon Dieu. Mec, regarde ça. On dirait un dragon. Comme ce motif n'a probablement jamais été créé de cette façon auparavant, il n'a pas de nom. J'ai demandé à des amis sur Instagram des idées de noms, et celle qui m'a le plus marqué est Damas Kaléidoscope Mosaïque. Si vous connaissez un kaléidoscope petit, vous comprendrez en observant bien le motif. Avec tant de détails et de chatoyance, cela évoque vraiment un kaléidoscope. Pour cette lame, je fais 2 cycles de gravure au ferrique, puis un cycle de gravure au café. Je ponce la lame au grain 2500 entre les gravures au ferrique en retirant tous les oxydes foncés. D'accord? Je ne l'ai pas filmé, mais je dois poncer aussi les autres parties de la lame. La garde est aussi en damas, ce qui veut dire que je dois poncer tous les oxydes sur chaque angle de la garde. Je suis vraiment impatient pour ça. J'espère que ça va bien se passer dans 3 heures. Ça fait 4 heures. Voyons ce que nous avons. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh mon Dieu, ce n'est pas réel. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans ce projet. Le motif en mosaïque kaléidoscopique est ressorti de façon incroyable, avec ses ondulations organiques et le contraste profond après la gravure au café. Le manche était encore mieux que prévu, avec ses facettes tranchantes, son bois sombre et riche. Et la garde intégrée en damas comme la lame. Mes clients, j'espère que vous apprécierez ce cadeau du 40e anniversaire et j'espère que la lame vous satisfera. J'espère que vous avez aimé me voir fabriquer cette lame. Cela étant dit, je vous présente le couteau de chef finlandais.
Oh là là,